Bonsoir, voici les titres de ce journal. Des milliers de chômeurs dans les rues de Marseille et de Caen. C'est le début d'un mouvement pour obtenir une prime de Noël d'un minimum de 3 000 francs pour chaque chômeur. Baisse coordonnée dans 11 pays européens des taux d'intérêt. Le taux sera désormais de 3% avant la naissance de l'euro en janvier. C'est un soutien pour la croissance et l'emploi. Un général serbe accusé de crimes de guerre pour des faits commis à Srebrenica en 1995 a été transféré aujourd'hui à La Haye en vue d'un procès devant le tribunal pénal international. Premiers assemblages du mécano de la Station spatiale internationale. Il faudra 5 ans pour qu'elle soit opérationnelle. Demain sur France 2, début du 12e Téléthon pour aider la grande tentative contre les maladies génétiques. Vous pourrez composer 36 37, faire vos dons. Et en direct d'Angers, le président de l'AFM, Bernard Barato, et à ses côtés le parrain du Téléthon 98, Michel Boujna. Une série de manifestations aujourd'hui, révélatrices sans doute d'un climat social difficile. La plus importante des démonstrations revendicatrices fut celle organisée à Marseille par l'association AC, Agir contre le chômage. Dans cette ville, comme c'était le cas aussi à Caen, les chômeurs qui défilaient demandaient l'obtention d'une prime de Noël de 3 000 francs. Reportage à Marseille de Yannick Aroussi et Jean-François Giorgetti. La marche des chômeurs recommence, plus puissante, plus motivée. Pour ce premier rassemblement de masse, les organisations ont su mobiliser 10 000 manifestants selon la police, 25 à 30 000 selon la CGT, pour réclamer la désormais fameuse prime de Noël de 3 000 francs. On attend la prime de Noël, ouais, ça nous aidera bien. La prime de Noël, disons que c'est pour au moins aider le ménage à surmonter toutes les difficultés qu'on a. On demande la prime, on a droit. Comme chaque année, je veux dire. Au moins comme ça, nos enfants ils seront contents, comme tous les autres enfants des gens qui travaillent. Il y a un an, ils avaient obtenu une aide exceptionnelle de 2 000 francs après plusieurs semaines d'occupation des antennes acédiques. Alors cette année, ils se sentent encore plus forts. Je pense que les gens ils sont tellement nombreux dans les rues qu'ils peuvent à la fois occuper une acédique, aller voir un office HLM qui ne veut pas nous entendre, aller voir le EDF pour lui expliquer qu'il ne faut plus couper le courant et s'engraisser sur le dos des chômeurs avec les frais de coupure. Donc voilà, quoi, on peut faire beaucoup de choses en même temps, on peut se battre sur nos 10 droits. Dès cet après-midi, de nombreux chômeurs se sont rendus dans les antennes acédiques afin de remettre leur demande d'attribution de primes de Noël. Mais les acédiques précisent qu'elles n'ont rien à voir avec cette subvention. Les locaux sont donc fermés et parfois les manifestants ont fait usage de la force pour y pénétrer avant d'être évacués par la police. Mais les chômeurs ne baissent pas les bras et annoncent leur intention de revenir bientôt, qui sait, pour de nouvelles occupations. À Paris, les militants d'Agir contre le chômage ont occupé des locaux de la préfecture. À Lyon, des chômeurs ont fait de même dans des bâtiments EDF. Mais ce sont les agences acédiques de Paris qui ont pris les devants. Ces agences étaient fermées pour prévenir les occupations de locaux. Selon la direction des acédiques, les demandeurs d'emploi étaient reçus uniquement sur convocation, le plus souvent par téléphone. Mais les portes des acédiques parisiennes sont restées closes. En marge de ces protestations sur la précarité de l'emploi, une étude officielle vient d'être publiée. Elle révèle que le nombre de salariés en CDD, c'est-à-dire en contrat à durée déterminée, a augmenté de 40% en 5 ans. À la SNCF, les contrôleurs maintiennent leur grève commencée il y a une semaine. 17 régions sur 23 sont affectées. La CFDT a demandé une table ronde à M. Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports, après les déclarations de la direction de la SNCF refusant de céder plus aux contrôleurs. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Bernard Appet. Vous expliquer un peu ce qui se passe à la SNCF et pourquoi certains cheminots sont en grève. Après une semaine de grève, les cheminots tentent de s'expliquer auprès du public. Distribution de tracts en gare de Lille, les contrôleurs veulent se faire comprendre. On a besoin d'explications vis-à-vis des usagers, leur faire comprendre qu'effectivement, lorsque l'on fait grève, c'est pas uniquement pour les cheminots, c'est aussi pour les usagers. Dans la journée, les assemblées générales qui se sont tenues un peu partout en France ont toutes reconduit la grève, et ce malgré les propositions faites hier soir par la direction. L'augmentation de 200 francs de la prime mensuelle accordée aux contrôleurs, ainsi que le gel du projet de réorganisation du travail sont vus comme des avancées, mais il reste la question de l'emploi, et la direction refuse de céder plus. Nous avons fait beaucoup, à mon avis à juste raison, pour les contrôleurs, mais il n'est pas possible aujourd'hui de faire plus parce que, encore une fois, ça consisterait à augmenter les prix pour les clients ou à faire contribuer plus l'État, c'est-à-dire en définitive les contribuables. Pour sortir de l'impasse, certains syndicats font désormais appel au ministre des Transports.
D'abord pour lever le carcan financier qui pèse aujourd'hui sur la SNCF. D'autre part pour qu'on puisse avoir un débat sur l'évolution des emplois à la SNCF pour l'année prochaine. Et troisièmement, pour qu'il nous donne aussi des indications sur la façon dont l'État va financer la réduction de temps de travail à la SNCF. Demain, mis à part à Paris, en Bretagne, dans le Nord, en Champagne et en Picardie, le trafic restera très perturbé. Les TGV rouleront normalement, sauf pour le réseau Sud-Est, un train sur 3 pour les autres grandes lignes. À Clermont-Ferrand, ce sont les éleveurs du Massif central qui se sont rassemblés. 2000 éleveurs environ, venus de 25 départements, ont mis en place des barrages sur des voies d'accès à Clermont-Ferrand pour attirer l'attention sur les risques de disparition de milliers d'exploitations familiales. Il faudrait aussi ajouter un mouvement de grève national dans les postes et un autre dans les banques à Toulouse. Et puis dans le secteur de l'enseignement, ce sont les étudiants surveillants, ceux que l'on appelle plus communément les pions, qui faisaient grève aujourd'hui contre un projet de modification de leur statut et par voie de conséquence de leur rémunération. À Paris, les pions venaient de différentes académies. Reportage d'Elsa Margou et Éric Delagneau. Leur statut, les pions sont bien décidés à le défendre. C'est leur 4e jour de grève depuis la rentrée pour protester contre le projet de réforme imposé par Claude Allègre. Le ministre nous propose un temps de travail divisé par 2 avec un salaire divisé par 2. Donc plus de possibilité d'être autonome pour poursuivre ses études parce que les pions, les surveillants sont des étudiants et c'est contre ça qu'on se bat. Avec 14 heures par semaine au lieu de 28, le salaire tombe à 3 000 francs net. Autre perspective inquiétante, les surveillants seraient recrutés seulement à partir de la licence et non plus du bac. Moi, ça ne me permettrait plus de pouvoir subvenir à mes études. Je n'aurai plus de poste donc dès l'année prochaine et il est hors de question qu'on accepte cette situation. Dernier motif de grogne, les 14 000 postes supplémentaires de surveillants promis aux lycéens après les grèves de la rentrée seraient en fait essentiellement des emplois jeunes payés beaucoup moins cher. Des emplois jeunes qui, selon les lycéens eux-mêmes, ne peuvent remplir le même rôle que les étudiants surveillants. Quand on a un problème, par exemple en permanence, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est bien qu'ils aient un peu d'expérience. À terme, c'est la fonction de surveillant qui semble menacée par les nouveaux emplois précaires de l'éducation nationale. Les promesses faites aux lycéens en octobre laissaient espérer autre chose. Voilà pour le Front social. Dans moins d'un mois, la monnaie unique européenne, l'euro, sera lancée. Aujourd'hui, les banques centrales de 11 pays de la zone euro ont annoncé une baisse des taux d'intérêt. Cette baisse concertée donne un taux de 3% pour tous les pays, sauf l'Italie. C'est une surprise plutôt bonne pour ceux qui, comme le ministre Dominique Strauss-Kahn, tablent sur une croissance forte. Car la baisse des taux d'intérêt doit permettre à chaque consommateur des emprunts plus favorables. Explication Jean-Paul Chapelle. L'argent, c'est toujours trop cher quand on l'emprunte, mais ça l'est de moins en moins. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas et ils baissent encore aujourd'hui. À la Banque de France, ils passent de 3,3 à 3%. L'argent moins cher, cela permet d'emprunter à meilleur compte pour consommer ou pour acheter un logement. Nous avons contribué aujourd'hui à ce que les taux des emprunts que font les Français puissent baisser un peu plus. Pour la première fois, les taux d'intérêt diminuent en même temps dans 11 pays d'Europe. Les 11 pays candidats à l'euro, dans moins d'un mois, il y aura dans cette Euroland une seule monnaie et donc un seul taux d'intérêt. Si les banques centrales ont réduit ce loyer de l'argent, c'est surtout parce que la croissance économique s'essouffle aujourd'hui. On sait tous les orages qui se sont manifestés dans le ciel financier international. Ça a affecté les perspectives de 1999 qui, sinon pour la France, auraient été absolument excellentes. Le problème, c'est que les orages de la crise asiatique commencent à assombrir le ciel de l'économie française. Le ministre des Finances l'a reconnu hier pour la première fois. Les 2,7% de croissance attendus l'an prochain ne seront peut-être pas au rendez-vous. L'argent un peu moins cher devrait soutenir un peu plus l'activité économique. 2 jours après le sommet franco-allemand, c'est une rencontre franco-britannique qui se tient à compter de ce soir à Saint-Malo. Le président Jacques Chirac, qui accueillera Tony Blair en compagnie de Lionel Jospin, sera présent dans ce sommet malouin où l'Europe de la sécurité et de la défense sera le thème principal.
Sans doute, messieurs Chirac et Jospin éviteront-ils tout sujet de discorde. Cependant, les récentes déclarations gauche-droite sur la réforme de la justice ressemblent à l'évidence à une épreuve de force pour la cohabitation, avec en plus les contradictions soulevées hier par Mme Guigou sur les positions de la droite. Reportage Arnaud Boutet, Françoise David. Protocole oblige, Jacques Chirac et Lionel Jospin étaient côte à côte pour saluer plusieurs victimes d'attentats terroristes. Mais derrière les sourires, la cohabitation se durcit. Objet du litige, la réforme de la justice. Les deux hommes sont pour, mais s'opposent sur les dates. Jacques Chirac entend être maître du calendrier, alors que le gouvernement s'impatiente. La droite, elle, s'insulte. En vérité, que s'est-il passé? Il s'est passé que les socialistes ont voulu une nouvelle fois empiéter sur les prérogatives du chef de l'État. Ils ont voulu lui imposer leur calendrier. La réforme de la justice, elle forme un tout. Et c'est comme ça que le président de la République l'a conçue, et c'est comme ça que nous la concevons. Il y a 3 lois, elles doivent être votées ensemble, et ensuite nous ferons les modifications constitutionnelles. Le président de la République a eu parfaitement raison de rappeler cela. Dans cette polémique, Elisabeth Guigou accuse le président de faire blocage, car c'est le chef de l'État qui convoque les députés et sénateurs en congrès. Le congrès qui seul peut entériner la réforme. À gauche, on rappelle qu'au sein de l'opposition, certains ne veulent pas de ce projet. Je pense qu'il y a sur le Conseil supérieur de la magistrature, qui a été voté par les deux assemblées, un problème entre une partie du RPR et le président de la République. N'oubliez pas que Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy ont voté contre. Ce soir, Jacques Chirac est à Saint-Malo pour le sommet franco-britannique. Une nouvelle fois, il sera rejoint par Lionel Jospin. On y parlera défense, loin des divergences qui secouent la cohabitation. Et avant de se rendre à Saint-Malo, vous l'avez entrevu, M. Chirac a inauguré ce matin dans les Jardins des Invalides à Paris un monument dédié aux victimes du terrorisme, aux côtés du président de la République, Mme Rudetsky, la présidente de SOS Attentat. M. Chirac a appelé à construire un système international de lutte contre les réseaux terroristes. À l'intérieur du Front National, c'est une bataille entre les fidèles de Bruno Maigret et ceux du président Jean-Marie Le Pen. Égard à celui qui affirme trop fortement ses préférences pour le premier, car le second entend rester le patron. Il vient ainsi d'exclure du Front National un conseiller municipal de Frontignan, dans l'Hérault. Celui-ci avait apporté son soutien à Bruno Maigret, précisément dans un reportage diffusé dans le journal de France 2. Explication, Mickaël Darmon. Je crois qu'aujourd'hui, la politique de Maigret peut nous permettre d'arriver au pouvoir plus rapidement. Et pourtant, vous collez pour Le Pen. Je colle pour le Front National. Voilà. Et la réaction de Jean-Marie Le Pen n'a pas tardé. Pour avoir soutenu publiquement et à plusieurs reprises Bruno Maigret, ce conseiller municipal de l'Hérault est exclu du Front National. Mais José Perruga se rebiffe. Aujourd'hui, il attaque le président du FN en justice pour exclusion arbitraire et surtout se veut le porte-parole d'une révolte de la base contre Jean-Marie Le Pen. Il est, je le disais tout à l'heure, despote. Il cultive trop facilement le népotisme. Et cela commence à se savoir, commence à faire des grosses déceptions et empêche le Front National d'avancer. Il va même le faire reculer. Depuis quelques semaines, la chasse aux maigretistes s'accélère au Front National. Hier, 2 collaborateurs de Bruno Maigret, dont Hubert Fayard, premier adjoint à la mairie de Vitrolles, ont été licenciés de leur poste de permanent. Pour les maigretistes, il y a un risque de fracture. Tout ce qui ressort du licenciement ou de l'exclusion va dans le sens de la division et non pas dans le sens de l'unité. Par conséquent, ce sont des choses qui sont mal ressenties. Autre affaire, la vraie fausse liste des candidats aux européennes qui circulent à l'intérieur du FN. Les proches de Le Pen y sont omniprésents. On y évoque même l'éviction de Bruno Maigret. Cette liste est à la fois une intoxication, à la fois aussi un faux grossier, et certains prennent ça pour une blague. Moi, je la juge de très mauvais goût. Un épisode qui montre l'état d'esprit actuel au sein du FN. Samedi, un conseil national pourrait être l'occasion de nouvelles passes d'armes. Les deux camps s'affrontent désormais à visage découvert. Arrestation ce matin de 55 personnes, dont 25 ont été mises en examen pour recel de cassettes pédophiles. C'est une opération menée par la gendarmerie, avec au départ une enquête dans l'Aveyron et la saisie d'un fichier commercial. Il est rare que des magistrats acceptent de rouvrir un dossier jugé concernant un crime. Et pourtant, la commission de révision de la Cour de cassation vient d'ordonner un supplément d'enquête sur un double meurtre commis en 1986 en Lorraine. Pour ce double meurtre,
Un garçon âgé de 16 ans a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il semblerait que ce soit Francis Holm, ce tueur en série, déjà condamné pour 2 meurtres et poursuivi pour une dizaine d'autres, qui soit le vrai coupable. Commentaire Dominique Verdeillan. Casqué, protégé, escorté, Patrick Dils apparaît lors de la reconstitution en 86 comme le coupable idéal. Après 36 heures de garde à vue, il avoue le double meurtre d'Alexandre et de Cyril, puis il se rétracte. Les 2 jeunes garçons ont été massacrés à coups de pierre en septembre 86 le long d'une voie ferrée. 3 ans plus tard, la cour d'assises de Metz fait de Patrick Dils, âgé alors de 18 ans, le plus jeune condamné à perpétuité de France. Depuis bientôt 10 ans, ses parents s'élèvent contre cette condamnation sans preuve. On a cherché un coupable parce qu'il fallait calmer l'opinion publique. Et à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup de meurtres d'enfants. Alors on a tombé sur Patrick. Aujourd'hui, la commission de révision de la Cour de cassation décide de rouvrir le dossier. La justice dispose d'un nouveau suspect et ce n'est pas un inconnu. Francis Holm a déjà été condamné 3 fois et mis en examen dans 9 dossiers. Il n'a pas avoué le double assassinat, mais il reconnaît avoir été sur les lieux du crime en septembre 86. Pour l'avocat de Patrick Dils, cela suffirait à innocenter son client. L'aveu que ce garçon a passé alors qu'il était mineur au moment des faits et au moment de sa garde à vue n'est pas un aveu convaincant. D'abord parce qu'il a été donné par une personne extrêmement fragile et vulnérable, d'après les experts. L'avocat des parties civiles, lui, parle d'aveux crédibles. Je crois qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait pu avoir inventé cela ou qu'il y ait eu des détails qui aient pu être inventés ou donnés ou imaginés. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. La justice s'est-elle trompée de coupable? Au magistrat de la Cour de cassation de répondre. Patrick Dils, lui, est en prison depuis 12 ans. En Algérie, la nuit dernière, près de Tipaza, à 70 km de la capitale algérienne, 12 personnes ont été assassinées. Ce matin, près d'un marché de Kémis Miliana, au sud-ouest d'Alger, un attentat à la bombe a fait 14 morts et 24 blessés. Kémis Miliana est située à 130 km d'Alger. Cette ville est considérée par les autorités comme un foyer de rébellion. Les autorités craignent que ce nouvel acte terroriste soit un mauvais présage pour la période du Ramadan qui commence mi-décembre. Et puis à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Alger, 2 fosses communes ont été découvertes, recélant des dizaines de squelettes. Les victimes auraient été enlevées par le GIA, puis exécutées et jetées dans des puits. Mais la découverte des forces de sécurité ne s'est pas arrêtée là. Reportage Mohand Wanjli, commenté par Thierry Tuillier. C'est le grenier de l'Algérie, mais pour les habitants du coin, c'était surtout devenu depuis quelques années le triangle de la mort. La région, à 20 km au sud d'Alger, a longtemps été un repère des groupes armés. Au vu et au sud de la population, mais aussi des forces de sécurité, les GIA avaient investi les anciennes fermes coloniales. Personne ne pouvait passer par là, tu es fou. Même en plein jour, on n'empruntait pas cette route. Non, personne ne passait. Depuis, la situation a changé. L'armée a repris le contrôle de la zone et les découvertes macabres se multiplient. Un repenti du GIA a désigné la ferme comme un lieu de détention et d'exécution. Les victimes étaient jetées au fond du puits. Il y aurait là un charnier de plusieurs dizaines de personnes. Cet homme est à la recherche de son fils, disparu, juste à côté de la ferme. Non, mon fils ne connaissait pas les terroristes, mais ils habitaient de l'autre côté et jusqu'à peu ils rôdaient par là. Et ce n'est pas tout. Les fouilles ont permis d'exhumer une bombe artisanale, des tubes de mortier, des obus. Pas de quoi tenir un siège, mais juste ce qu'il faut pour mener des coups de main. Le groupe avait pensé à tout. Pour échapper au ratissage de l'armée, une cache avait été aménagée, creusée sous le plancher de la ferme. C'est ainsi, nous dit-on, que les islamistes ont pu de 93 à 96 semer la terreur à une portée de fusil d'Alger. Aujourd'hui, les groupes armés ont été repoussés au-delà de la montagne et l'Algérois a retrouvé un semblant de paix. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, était en Algérie ces 2 derniers jours où il a rencontré le président Zerwal. Et puis ce jeudi, il était à Tunis et puis il doit se rendre samedi en Libye pour des entretiens avec le colonel Kadhafi.
L'arrestation du général Vladislav Krstić en Bosnie, hier, dans la zone sous contrôle américain, a entraîné une protestation de Moscou. Le général Krstić est recherché pour génocide et complicité de génocide commis en 1995 dans l'enclave musulmane de Srebrenica. Le général serbe a été transféré aujourd'hui à La Haye, siège du tribunal pénal international. Commentaire Jean-Marc Ilouz. Le général Radislav Krstić, le plus haut gradé serbe bosniaque à tomber entre les mains du tribunal international, est arrivé sous bonne garde ce matin à La Haye. Il ne se savait pas inculpé quand il a été arrêté hier par les soldats de l'OTAN en Bosnie. Radislav Krstić est accusé de complicité de génocide avec préméditation pour ce que, en juillet 1995, ces hommes considéraient comme une victoire militaire. La chute de l'enclave musulmane de Srebrenica, théoriquement sous protection des Nations Unies. Victoire peut-être, mais au prix d'un gigantesque massacre. 7 à 8 000 musulmans disparus et régulièrement exhumés de charniers comme celui-ci, suppliciés menottés, exécutés puis enterrés à la pelleteuse. Depuis Srebrenica, je n'avais jamais ressenti de joie comme hier quand j'ai appris son arrestation, dit la sœur d'une victime. Cette arrestation relève du banditisme, déclare de son côté le président serbe bosniaque. Elle est contraire aux accords de paix. 27 arrestations en 5 ans, le tribunal international pénal de La Haye a déjà prononcé 56 inculpations pour crimes de guerre en Yougoslavie. 29, dont de hauts responsables de l'épuration ethnique, sont toujours en liberté. En Indonésie, le président Habibie a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'ex-président Suharto portant sur des soupçons de corruption. Et puis dans les rues de la capitale Jakarta, des milliers d'étudiants indonésiens ont défilé pour réclamer le jugement de l'ancien président Suharto. Un retard d'au moins 24 heures en Floride, à Cap Canaveral, de la navette Endeavour. Ce retard ne serait guère important s'il ne s'agissait du lancement d'une navette qui doit mettre en orbite le deuxième élément de la future station spatiale internationale. Cet assemblage prendra 5 ans et nécessitera plusieurs dizaines de missions spatiales avant que la station puisse être en état de marche. Commentaire Jean-Claude Alanic avec Hervé Pozzo. Un gigantesque mécano de l'espace, 108 mètres de long, 74 mètres de large, plus grand qu'un terrain de foot qui tournerait autour de la Terre à 400 km d'altitude. Dans quelques années, une dizaine d'astronautes y vivront en permanence pendant de longs mois. Un outil de recherche extraordinaire qui servira aussi pour préparer les futures missions vers Mars. Après les Russes, qui ont lancé le premier module en novembre dernier, c'est aux Américains de jouer. Mission de la navette Endeavour, arrimer le deuxième module, une manœuvre délicate qui obligera les astronautes américains à effectuer plusieurs sorties dans l'espace. Les futurs locataires, eux, devront encore attendre, mais ils peuvent déjà se familiariser sur Terre avec les lieux grâce à cette maquette grandeur nature construite par la NASA. Parmi les astronautes candidats à un futur séjour, le Français Philippe Perrin. Au fond, nous aurons l'habitat russe. Plus par là, nous aurons les Européens et les Japonais. Et tous ces gens-là se retrouveront ici, et dans le module européen en partie, pour faire des expériences. Un modeste bidon au sigle de l'ESA, c'est le futur laboratoire financé par les Européens. Il ne sera lancé qu'en 2002. À côté, le module japonais, 2 fois plus cher, 2 fois plus grand. Côté russe, défense d'entrée. Mais voici le vaisseau Soyouz qui transportera les premiers équipages. Quant à la vie à bord de la station, comparé à Mir, ce sera presque le luxe. Pour les repas, du bœuf stroganoff, il y aura aussi toutes les commodités et même une douche. En fait, de douche, c'est plutôt un sauna hammam dans lequel on arrive à se laver en faisant attention de se couvrir les yeux et de respirer par un embout, puisque toute eau en suspension pourrait passer dans vos poumons. Les chambres sont individuelles, mais monacales. Pas de vue sur l'espace, les hublots ont été supprimés pour préserver les astronautes des rayonnements cosmiques. Car la vie dans l'espace, même à bord de la station de l'an 2000, restera toujours un milieu dangereux pour l'homme. Dans le domaine de la recherche médicale, la thérapie génique représente l'enjeu essentiel de ces prochaines années. Demain commence le Téléthon. Avant d'évoquer cette 12e édition, voici les premières images d'un essai de thérapie génique contre un cancer du cerveau. Il s'agit d'injecter dans une tumeur un gène permettant la disparition de cette tumeur. L'opération a été réalisée par une équipe de chercheurs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Voyez le reportage de Jean-Daniel Fézaquet et Yann Jiquel. 64.8.
Des coordonnées pour atteindre la cible, la frappe sera chirurgicale au vrai sens du terme. Ici, tout se joue au millimètre. La moindre erreur et le tissu cérébral est irrémédiablement détruit. L'objectif, c'est d'éliminer une tumeur située à l'arrière du cerveau, comme le montre cette reconstruction en 3 dimensions faite par ordinateur. Mais dans ce bloc opératoire, il n'y a pas de bistouri. Pour traiter le cancer, le chirurgien va utiliser une seringue. Elle lui servira à injecter ce liquide à même la tumeur. Dans ce liquide, il y a 200 millions de cellules qui abritent des milliards de virus et chacun est porteur d'une véritable bombe à retardement. La bombe à retardement, on l'a préparée plusieurs jours à l'avance, dans un laboratoire à Lyon. Un gène qu'on appelle TK. Quand il passe du virus dans une cellule, cette dernière devient ultra sensible à un médicament habituellement utilisé contre l'herpès qu'on appelle le ganciclovir. Fort de cette notion, des médecins français ont donc sensibilisé des cellules cancéreuses. Après 2 semaines de ganciclovir, la tumeur avait disparu chez 25% des malades ainsi traités. Les pathologies qui sont traitées dans ce type d'évaluation sont des pathologies où il n'y a pas d'autre solution thérapeutique. Donc il y a une grande demande de la part de ces gens pour être traités avec tous les moyens dont on dispose, y compris ceux qui n'ont pas encore prouvé de façon définitive leur efficacité. Il faudra en effet encore plusieurs années pour confirmer l'efficacité de la méthode. Mais dès l'an prochain, cette préparation sera utilisée dans certaines formes de cancer du sein. La révolution de la thérapie génique commence lentement, mais sûrement. Donc à partir de 18h40, demain sur France 2 et pour 30 h, ce sera le Téléthon 98 organisé par l'Association française contre les myopathies et France 2 pour recueillir les dons destinés à lutter contre les maladies génétiques. Pour cette année, voici quelques détails sur le dispositif mis en place avec le commentaire de Marc Maisonneuve. Alors, le grand élan de solidarité, marathon caritatif télévisé de 30 heures. Le Téléthon 98 s'appellera La Grande Tentative. Ici à Angers, il y aura 500 choristes, une chaîne humaine, la reconstitution du château en miniature, entre autres. Le Téléthon 98, c'est le 12e, c'est celui de la délocalisation des plateaux. Ils étaient à Évry, principalement, les années précédentes. Ils seront successivement à Angers, à Jonzac, qui est une petite ville entre Bordeaux et Angoulême, et à Strasbourg. Et par ailleurs, ces 3 villes sont également centres de promesses pendant 30 heures. C'est de cette façon-là que les plateaux centraux seront près des manifestations. Il y aura 3 autres centres de promesses classiques, Bayeux, le Jura et autour de Castelnaudary. Et 2 fils rouges, une aventure en Corse et un avion qui sillonnera la France pour faire une dizaine de haltes. 11 000 manifestations au total pour collecter vos promesses de dons. On n'est pas là pour battre des records, on est là pour faire le mieux possible. Si on fait 390 millions, on ne va pas fondre en larmes. Mais c'est vrai que si on fait plus de 400, c'est bien. Parce qu'on sait au moins où l'argent va, c'est rare. Là, on sait vraiment exactement où il va et on sait pourquoi on le fait. Donc c'est vrai qu'on va mettre tout notre enthousiasme et tous nos moyens au service de ce Téléthon 36-37. 36-37 pour que la grande tentative soit réussie. 36-37, le numéro sur lequel vous pourrez faire toutes les promesses que vous souhaitez. Alors en direct d'Angers, Bernard Barato. À ses côtés, on verra le parrain tout à l'heure. Bernard, bonsoir. Le titre indicatif, générique de ce Téléthon 98, c'est La Grande Tentative parce que vous vous engagez pour 5 ans maintenant. Il est temps, ça fait 12 ans que nous travaillons pour investir dans le domaine médical, social et scientifique. Et je pense que nous en savons assez maintenant pour tenter une percée. La thérapie génique, c'est quelque chose qui marche bien dans des éprouvettes, ça marche bien sur des souris, mais ça ne marche pas encore tout à fait sur l'homme. Et il faut qu'on fasse l'effort maximum, le plus grand réseau possible, pour réussir à guérir des hommes maintenant. C'est probablement possible, on va y mettre 1 milliard de francs sur 5 ans, et on sait qu'on a une chance sur 2 de réussir. En même temps, depuis la naissance du Téléthon, vous pouvez constater qu'un petit peu tout le monde s'y met, l'État, l'international, tout le monde a compris l'importance des thérapies géniques. Peut-être est-ce qu'on avait raison il y a longtemps? Peut-être est-ce que finalement, à force d'avoir fait les cartes du génome, d'avoir trouvé 400 gènes de maladies différentes, et puis de parler de thérapeutique depuis 1991, peut-être que maintenant il y a pas mal de gens qui pensent qu'on avait raison au début, oui. Est-ce que vous pourriez vous tourner vers le parrain, qui est un garçon moins volumineux que vous, cher Bernard, mais quelqu'un qui nous a toujours suivis. Il est venu pratiquement à tous les télétons, discrètement, quelquefois en pleine nuit, je m'en souviens. Bonsoir Michel. Bonsoir Monsieur Sérillon. Alors, Michel, qu'est-ce qui a changé dans le Téléthon, vous qui avez suivi depuis le début?
Ce qui est formidable, c'est qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Quand ça a commencé, on parlait de rêve, on parlait de comprendre la maladie, on parlait de un jour peut-être rêver qu'on pourrait guérir. Là, tout d'un coup, il y a une lumière au bout du tunnel. La grande tentative, c'est le début de ça. C'est ça qui a changé. Ce qui a changé aussi, c'est l'ampleur de la fête populaire autour du Téléthon. L'ampleur de ces actions incroyables qu'il y a partout en France. Et ce qui me semble fou, c'est le fait que tous ensemble, on soit responsables de cette aventure. Que tous ensemble, l'argent qu'on a donné, les actions qui ont été menées, tout ce bénévolat, toutes ces choses-là, ont fait que la recherche a avancé encore plus vite. Moi, je parlais avec un chercheur il n'y a pas longtemps, il m'a dit si le Téléthon n'existait pas, on aurait pris 20 ans dans les dents, on serait encore dans notre laboratoire en train de ramer. Ouais. C'est ça qui est formidable. Alors, Michel, dans un spectacle qui s'appelle le Petit Génie, c'est ça, votre spectacle, hein? Oui, mais enfin, on n'est pas là. Eh bien, vous dites à un moment, je crois que vous lui faites dire à quoi je sers. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a motivé pour être le parrain de ce Téléthon 98? C'est vrai que l'idée de participer complètement à cette cause-là, l'idée d'avoir la sensation de servir à quelque chose ou de participer à une œuvre collective qui sert vraiment à quelque chose, ça m'a complètement motivé. Ce qui m'a motivé, c'est rencontrer les gens de l'AFM. Ce qui m'a motivé, c'est rencontrer les enfants. Ce qui m'a motivé, c'est rencontrer les chercheurs. Ce qui m'a motivé, c'est toute cette aventure incroyable. Ce qui m'a motivé aussi, c'est de voir à quel point tous les gens qui donnent depuis des années, ont réussi quelque chose. Et que c'est au bout de 12 ans qu'on est en train de se rendre compte de ça, et que c'est surtout pas maintenant qu'il faut laisser tomber. C'est surtout pas maintenant qu'il faut s'arrêter de faire le 36-37, parce que maintenant, la grande tentative commence, et maintenant, on est en train de mettre en place quelque chose d'incroyable. Alors, évidemment, je suis fou de joie d'être là. Je suis fou de joie d'être avec les gens de l'AFM, avec ses parents. Je suis fou de joie d'être avec les enfants. Je suis fou de joie de participer. Mais vous savez, moi, je suis une toute petite cerise sur le gâteau. Mais non, mais non, mais non. C'est les 12 000 manifestations qu'il y a en France. C'est les 12 ans qui viennent de passer. Ce qu'il ne faut pas oublier, Michel, Michel, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi avoir le sourire, car c'est une grande fête. Hein. Tous les deux, vous avez l'air très sérieux ce soir, mais il va falloir s'amuser. Mais on a le trac, Claude, on a le trac, vous vous rendez pas compte, vous savez, vous, le chiffre qu'on doit faire à la fin de cette aventure. Et d'ailleurs, vous serez là pour rigoler avec moi, parce que vous allez venir à Strasbourg et on va chanter ensemble. On va tous venir avec Patrick, Sophie, Frédéric, et Isabelle et un petit peu tout le monde. Donc je vous donne rendez-vous demain à partir de 18h40 sur France 2. Et puis le grand final, c'est samedi soir, ça sera en direct de Nancy. Merci à tous les deux. Merci, monsieur Sérillon. Mais je vous en prie, mon cher Michel. Je vous embrasse, monsieur Sérillon. Au revoir, monsieur Sérillon. En football, on vient d'apprendre que Monaco a battu Nancy en match avancé de la première division 3-0. Il y a eu 2 buts de David Trezeguet et un but de Victor Ipkeba. La Fédération internationale de football examinait aujourd'hui à Zurich un litige opposant l'équipe de Rennes à l'Inter de Milan. Il s'agit de la situation de jeunes joueurs issus du centre de formation du Stade Rennais et achetés par l'Inter de Milan. La Fédération internationale de football a recommandé un prix de transaction et veut instituer une indemnité de formation. Tout cela afin de clarifier un marché de jeunes joueurs de football trop soumis à l'argent. Reportage Christelle Bertrand et Julien Richon. Milan est la ville du football en Italie, autant dire la Mecque du foot en Europe. À 21 ans, Michael Silvestre et Ousmane Dabo sont les 2 dernières recrues de l'Inter. Inconnus en France, jeunes et pleins de talent, leur arrivée dans le club mythique n'a pas fait plaisir à tout le monde, et surtout pas à Rennes, le club qui les a formés pendant 8 ans. En signant un contrat stagiaire, ils ont signé un document dans lequel il est dit que leur premier contrat professionnel serait en faveur du Stade Rennais. C'est un document qui a valeur contractuelle, qui a une valeur juridique universelle. Ce n'est pas un problème de droit européen, ce n'est pas un problème de France ou d'étrangers, c'est un problème de contrat entre un club et des joueurs. En France, une charte stipule qu'un stagiaire, à l'issue de sa formation, est tenu de signer son premier contrat professionnel avec le club qui l'a formé. Mais cette charte n'est pas reconnue au niveau européen. Face au prestige des plus grands clubs étrangers, le Stade Rennais n'a pas pesé lourd et ce n'est pas que pour une affaire de gros sous. De toute façon, on n'est pas parti pour l'argent, c'est surtout pour le challenge sportif qu'on est parti. Je me demande qui refuserait une offre de l'Inter de Milan. Le Stade Rennais, estimant que ses joueurs leur appartenaient, réclamait 60 millions de francs pour le transfert. Aujourd'hui, la Fédération internationale de football a tranché. Rennes ne touchera que 28 millions de francs au titre d'indemnité de formation. Nuance. En France, les centres de formation sont très performants. Alors, les clubs européens viennent faire leur marché.
Rien que cette saison, 8 apprentis joueurs ont fait leur valise pour l'Espagne, l'Italie ou l'Angleterre. Il y a 2 ans déjà, Nicolas Anelka ouvrait la voie en quittant le centre de formation du PSG pour Arsenal. La FIFA a pris pour exemple les cas Dabo et Sylvestre pour modifier ses statuts et prévoit d'instaurer une indemnité de formation pour éviter le pillage des jeunes joueurs. Et puis la Fédération internationale de football a décidé d'instituer à partir de l'automne 99 des contrôles antidopage inopinés sur les lieux d'entraînement des joueurs. Ouverture samedi à Paris du 38e salon nautique avec en vedette à la porte de Versailles un hydroptère. Cet engin qui hésite entre l'avion planeur et le trimaran, imaginé par Alain Thébault et mis à l'eau il y a plus d'1 an à Saint-Nazaire. À l'origine, le projet avait été porté par Éric Tabarly et destiné à battre des records de vitesse avec des pointes supérieures à 35 nœuds. Alors vous pourrez voir cet hydroptère devant le 38e salon nautique à la porte de Versailles à Paris, à partir de samedi. Cinéma avec le tournage par Cédric Clapiche, l'auteur d'Un air de famille, que vous avez peut-être vu dimanche soir sur France 2, d'un film dont le titre est peut-être un film à gros budget puisqu'il est prévu 70 millions de francs. Ce sera le premier film français sur l'après en 2000, une comédie d'anticipation où l'on retrouvera Jean-Paul Belmondo. Reportage Pascal Deschamps et Olivier Robert. Moteur. Derrière ces murs se dessine peut-être déjà votre futur, le drôle de futur imaginé par Cédric Clapiche. Au soir du 31 décembre 99, un tout jeune homme, Arthur, se retrouve projeté 60 ans plus tard. C'est là qu'il rencontre le fils qu'il n'a pas encore eu, joué par Belmondo. Lui et sa propre famille ont quelques heures devant eux pour convaincre le jeune homme d'accepter de faire un enfant. C'est ce ton à la fois drôle et profondément humain qui a séduit Jean-Paul Belmondo. Coupé. Je ne suis pas un fan des films du futur, je dis franchement. Mais là, justement, ça pourrait être d'aujourd'hui, finalement, son futur. Il est chaud, chaleureux, il y a de l'amour, il y a des sentiments. C'est pas des robots, c'est pas des gens qui vivent autrement. Et je pense que... Enfin, je ne suis pas demain, mais dans le futur, je pense que les gens auront toujours des sentiments. Il y aura toujours l'amour. Le Paris de 2060 est sous les sables. Ses habitants se sont adaptés aux nouvelles conditions climatiques, ont gardé le sens du confort et des repas pris entre amis. On est loin des versions apocalyptiques ou high-tech auxquelles la science-fiction nous avait jusque-là habitués. Et je voulais dédramatiser parce que comme on arrive à la fin du siècle et qu'il y a en plus aussi pas mal cette angoisse liée au chômage, à la pollution, à plein de choses comme ça qui font peur par rapport au futur, c'est une version qui est certainement plus optimiste que ce que donne la science-fiction habituellement. Non, j'ai pas faim. Non, mais tu vas le faire ou quoi? Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Est-ce que vous savez déjà ce que vous ferez le 31 décembre 99? Je peux vous le dire, je serai sur la scène du Théâtre Marigny à jouer Frédéric Lemaitre, donc je serai repassé au 19e siècle. Un enfant? Un enfant? Je sais pas, on verra. Ça me ferait flipper. Alors là, ça serait vraiment bizarre. Je veux dire que le cinéma rentre à ce point-là dans ma vie. Si vous n'avez pas de projet, vous pourrez toujours aller voir cette nouvelle histoire de famille de Cédric Clapiche, dont la sortie est prévue à la fin de l'année prochaine. Enfin, peut-être. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous rappelle 2 informations que nous avons développées. Des milliers de chômeurs dans les rues de Marseille et de Caen pour réclamer une prime de Noël de 3 000 francs minimum pour chaque chômeur. Et puis la baisse des taux d'intérêt concertés dans 11 pays européens. Taux d'intérêt commun à 3%, c'est un encouragement à la consommation, à la croissance et à l'emploi. Dans quelques secondes, la météo avec Isabelle Martinet qui nous annonce que l'amélioration vient du sud. Le point route ensuite avec Valérie Maurice, suivi d'envoyé spécial. À 0h45, le dernier journal vous sera présenté par Frédéric Crotta. Demain, à 7h50, Marie-Pierre Farkas recevra Thomas Coville, le vainqueur monocoque de la Route du Rhum. À 13h, Carole Gessler, 18h40, le Téléthon. Et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.